C'est bon? Amis téléspectateurs, bonjour. Vous voyez cette phrase que je vous montre à l'antenne? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais cette phrase est incomplète. Ce n'est qu'une partie de la phrase de Rabelais. C'est Rabelais qui avait dit cela. Et je vais vous dire comment je puis vous parler aujourd'hui de cela. Le décès dramatique de M. Pavie, Samuel Pavie, enseignant en métropole, me donne l'opportunité de rendre hommage aux différents enseignants que j'ai eus et qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Tout d'abord, il faut commencer par le commencement. Il y avait une petite école à la rue d'Henry qui était tenue par des sœurs, les sœurs Rama. C'était une école préscolaire. C'était pas une crèche, c'était pas non plus une garderie, mais c'était une petite école payante. Et ma mère m'avait mis dans cette école dès mon jeune âge, à la rue d'Henry. Ensuite, je suis entré au lycée Carnot, en 8e. Et j'ai eu comme enseignante Madame Germain, la mère de Greg Germain. Cette dame s'est liée d'amitié avec ma mère. Et un jour, elle a dit à ma mère devant moi, « Gilbert, pas occupé, c'est moi qui occupé, moi de Alex. » Et le temps est passé. J'ai considéré Greg Germain et sa sœur Gina comme mes frères et sœurs adoptifs, parce que Mme Germain me recevait régulièrement chez elle, et en dehors des cours scolaires qu'elle dispensait à l'école, elle me donnait d'autres cours à son domicile. Ensuite, comme je vous ai dit dernièrement, ma mère était plutôt nomade à Pointe-à-Pitre. On changeait de maison de quartier en quartier en fonction des capacités financières qu'elle pouvait avoir. Et je me suis retrouvé donc dans les faubourgs de Pointe-à-Pitre, à faubourg de Nauzière particulièrement, et à la cour Lutin. Ma mère a vu le directeur de l'école de l'assainissement, qui était M. Félix Edenval. Félix Edenval qui a joué un rôle important dans la vie de mon père, puisque mon père a été plus ou moins élevé par Félix Edenval, et il a été le témoin de mariage de mon père quand il a épousé ma mère. Donc Félix Edenval a dit à ma mère, mais il n'y a pas de problème, je prends Alex. Et je suis entré en 10e à l'assainissement. Là aussi, je suis tombé sur une dame exceptionnelle, une enseignante de grande qualité, Madame Lolo. Madame Lolo m'a enseigné tout ce qu'un jeune pouvait avoir comme enseignement. Et je suis passé ensuite chez Madame Méraud. Après Madame Méraud, j'ai eu Monsieur Bock. Et finalement, je suis arrivé en fin d'études primaires en 1955 chez Monsieur Richard Sucab. Et c'est Richard Sucab qui, un matin, a mis sur le tableau « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce que moi aussi j'ai fait des recherches. Je suis un homme curieux, comme vous avez pu le constater, et la phrase intégrale de Rabelais disait ceci: « La sagesse ne peut pas entrer dans un esprit méchant, et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Voilà la phrase intégrale, Rabelais. Alors, pourquoi j'en parle? C'est parce que ce jeune homme de 18 ans qui a exécuté M. Samuel Paty n'était pas un sage. Il n'a jamais obtenu un minimum de sagesse. Quand bien même
il défendrait une religion dans laquelle je ne vais pas entrer parce que je ne connais pas le Coran, je ne connais rien du Coran. Il n'aurait pas, avec un minimum de sagesse, commettre ce crime affreux. Parce que il me semblerait qu'il n'y a qu'un Dieu pour tout le temps. On ne dit pas que c'est Allah qui a créé la terre, on ne dit pas que qui que ce soit a créé la terre, on dit Dieu a créé le ciel, la terre, l'univers. Dieu. Donc, dans mon esprit, il n'y a qu'un Dieu. Alors chacun a sa croyance, chacun a ses capacités d'assimiler les choses, chacun peut émettre quelques doutes sur sa croyance. Mais moi, je n'ai pas de doute. Bon, pour moi, Dieu est Dieu et les paroles de Dieu, ce sont les paroles qu'on doit mettre en application. Et particulièrement ici en Guadeloupe, le masque, ça, quand on est sage, comme dit Rabelais là, on utilise le masque. Et rien que le masque, parce que sans le masque, ça va être une hécatombe dans notre pays. Et en ce moment, j'ai un ami qui se trouve au centre hospitalier en soins intensifs. S'il m'entend, je lui suis de tenir le coup, parce qu'on a besoin de lui, parce que c'est un éminent responsable guadeloupéen. Et nous souhaitons qu'il s'en sorte le plus rapidement possible. Alors, je vous disais, concernant Dieu, il y a un livre que j'ai eu il y a très longtemps, il y a plus de 50 ans que j'ai eu ce livre, qui s'appelle La généalogie de la morale, et c'est écrit par un philosophe allemand, Nietzsche. Nietzsche dit, entre autres, que Dieu est le maître du diable. C'est une dissertation. En quel sens on peut dire que Dieu est le maître du diable, puisque dans toutes les révélations bibliques, il est indiqué que Dieu combat le diable, combat le démon. Alors là aussi, je vous soumets cette réflexion. Et ce livre, je l'ai amené ce matin pour que vous voyez, avec mon réalisateur, je vais vous le présenter, La généalogie de la morale de Nietzsche. Vous l'avez à l'écran. Et juste à côté, il y a un livre hindou qui parle de l'immortalité de l'âme. Alors je vous ai dit ce que Nietzsche a déclaré, que Dieu est le maître du diable, mais dans ce livre de hindou, hein, il est indiqué que dès la naissance, on est programmé. On a sa programmation. Programmé par qui? Sans doute par la main de Dieu, et qui vous dicte votre destinée. Et ce livre hindou indique antimatière et immortalité de l'âme, hein, antimatière et éternité, dit que un homme a un degré d'amour dès sa naissance. Il ne pourra plus aimer jamais plus que ce qui est programmé pour lui depuis sa conception. Et c'est pareil, on aime, et c'est pareil pour la haine. Un homme ne peut haïr davantage que la haine qu'il a pu obtenir dès sa création. Alors, on est en face d'une querelle entre le bien et le mal. Et je reviens à Nietzsche. Et Nietzsche vous dit, le bien va toujours combattre le mal et l'issue finale ne pourra être que la victoire du bien sur le mal. Avec un peu de curiosité, si vous allez à la Genèse, il était dit que au
début, c'était le verbe être. Et on a dit aussi, par ce grand écrivain anglais, être ou ne pas être est la question. On est né, on est au fait quoi. Et depuis au fait, on a une orientation qui programme bas. Mais par volonté aussi, on peut arranger, on peut aussi arranger pour corriger l'orientation là. Si à votre naissance, vous êtes programmé pour le mal, mais dans votre vie de croyant ou de non-croyant, vous pouvez arranger les choses, corriger l'orbite. Vous savez, la fusée, quand la fusée part, il y a une destination prévue par les scientifiques, par les techniciens de la NASA ou bien machin espace, Eurospace. Et progressivement, avant d'arriver au lieu final, il y a des corrections qui sont faites. On corrige l'orbite pour atteindre le bon point prévu. Alors dans votre vie, il faut toujours avoir à l'esprit qu'on n'est pas seul sur Terre. Autour de vous, bien entendu, il y a le premier clan, c'est la famille. Dans la famille, vous devez être solidaire à tout point de vue. Dans la joie comme dans la tristesse, vous devez être solidaire. Mais en dehors de la famille, il y a les voisins. Vous devez être aussi attentionné à ce qui se passe dans votre voisinage immédiat. Parce que si dans la nuit, il vous arrive un malheur, la première démarche que vous pouvez faire, c'est aller frapper à la porte de la voisine ou le voisin pour lui dire, écoute, il y a un problème, est-ce que tu peux m'accompagner à l'hôpital, est-ce que tu peux appeler un médecin? Il y a toujours une démarche qu'un voisin peut faire dans l'intérêt de son voisin. Moi, je viens d'harmonie avec tout le monde. Je suis franc-maçon, je l'ai déjà dit, je le répète ici. Et pour revenir donc à Richard Sucab, qui fut mon instituteur en classe de fin d'études primaires, le jour où je suis devenu franc-maçon, la franc-maçonnerie, la cérémonie se fait, vous avez les yeux bandés. Et à un moment donné, pour vous donner la lumière, ce qu'on appelle donner la lumière, on vous met dans un point, et derrière vous, il y a un homme, un maître maçon, qui vous enlève votre masque, parce que vous êtes masqué. La personne qui est derrière vous vous enlève le masque, et vous vous retournez pour le saluer. Eh bien, ce jour-là, mes amis, l'homme qui était derrière moi, c'était Richard Sucab. Richard Sucab, quand il s'adressait à un élève dans sa classe, il disait toujours « petit camarade ». Alors, quand il m'a enlevé mon masque, il m'a dit « Bienvenue, petit camarade ». Vous imaginez dans quel état d'esprit j'étais. Et je crois avoir bien appris ce qui a été enseigné. Liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas un slogan inutile à retenir. Et vous verrez devant tous les monuments officiels, dans toutes les mairies, dans tous les lieux de la République,
il est indiqué liberté, égalité, fraternité. La base même de la franc-maçonnerie, je ne vais pas faire un cours maçonnique aujourd'hui, c'est la fraternité. La fraternité. Quand vous entrez franc-maçon, vous devenez frère de toutes les autres formations qui existent sur l'univers. Alors vous imaginez la puissance que vous pouvez avoir. Je suis en Guadeloupe, mais un franc-maçon dans les profondeurs de l'Afghanistan peut me venir en aide. Tout comme je peux lui apporter mon aide. C'est ça qu'on appelle la chaîne d'union maçonnique. Alors, je vous dis tout ça ce matin parce que nous sommes dans une situation difficile en Guadeloupe. Nous l'étions déjà avant la pandémie, mais nous le sommes encore davantage avec la pandémie. Et après la pandémie, si jamais ça s'arrête, nous pouvons nous attendre à de très très graves difficultés. Sur le plan de l'emploi, il y a déjà des faillites. Je prends le cas, par exemple, d'un restaurant dans lequel j'allais de temps en temps, sur la route de Bainbridge, le Majestic. Eh bien, depuis le mois de janvier, ce restaurant est fermé. Comment voulez-vous que le propriétaire de ce restaurant puisse faire face à ces dépenses d'investissement? Parce que c'est un restaurant qui est ouvert depuis environ 2-3 ans. Il a mis de l'argent. Il a fait un emprunt bancaire, des emprunts bancaires sans aucun doute. Les charges sont certaines, mais les recettes n'y sont pas. Ce propriétaire avait avec lui du personnel, bien que l'État a prévu de mettre les gens en chômage partiel en leur accordant 80% de leur salaire, mais le patron, lui, il ne reçoit rien pour le moment. On annonce des chiffres, on annonce qu'on va donner, on annonce qu'on va donner. Qu'on va donner, mais pour le moment, on n'a pas encore donné. Alors, les entreprises guadeloupéennes, certaines, bien sûr, plus malignes que les autres, ont pu déjà recevoir quelque chose. Mais la majorité des entreprises guadeloupéennes n'ont pas reçu d'aide. Donc, on peut s'attendre à une catastrophe sur le plan du travail. Mais moi, je suis optimiste. Je dis que le Guadeloupéen a toujours été un homme de lutte et de combat. J'ai participé récemment à une réunion où l'entreprise a reçu de ses salariés une injonction d'augmentation de salaire. J'ai été convié à cette heure haute et nous avons débattu. Les salariés, certes, disent que actuellement l'entreprise est en difficulté, mais avant ce qui se passe actuellement, l'entreprise a engrangé des bénéfices et que par conséquent, l'entreprise a un bas de laine bien chargé quelque part et elle peut aller ouvrir le bas de laine pour tirer quelques subsides supplémentaires pour donner aux employés. Mais ce que les employés oublient, c'est que quand une entreprise fonctionne, il y a des recettes, il y a des dépenses et il y a un bénéfice. Et le bénéfice réalisé le plus souvent sert à être réinvesti pour améliorer l'entreprise. Donc, si l'entreprise a investi pour l'amélioration,
c'est aussi dans l'intérêt de l'employé. Parce que si on met du matériel nouveau, l'employé peut aussi bénéficier de l'exploitation de ce matériel nouveau. Avant, il y avait des pelles, des pioches et des houes. Mais tout ça a pratiquement disparu. Et dans nos champs, vous avez des machines-outils qui vous permettent d'améliorer le travail. On ne peut pas faire coup de pioche encore. Il y a des marteaux-piqueurs. Il y a plein de matériel qui servent à améliorer le fonctionnement de l'entreprise et ainsi permettre à l'employé de faire mieux et de moins souffrir. Notre pays est un pays où la chaleur est réelle. Un ouvrier maçon, bien entendu, s'il est sur une terrasse ou s'il est en train de mettre en place une toiture, il a la chaleur aux fesses, ça c'est sûr. Mais il a aussi la possibilité, en redescendant, de se retrouver dans un lieu réfrigéré. Je ne dis pas climatisé, mais réfrigéré, où la température est moins importante que sur le toit. Donc autant d'éléments qui améliorent l'existence. Mais comme je sais, la seule chose qui intéresse le salarié, c'est l'argent. Et oui, l'argent pour son pouvoir d'achat. Mais si l'entreprise disparaît, le pouvoir d'achat de l'entrepreneur est terminé et par conséquent, le pouvoir d'achat de l'employé aussi se trouve impacté. Alors, j'ai participé à cette réunion et un des représentants syndicaux qui était présent a dit qu'il se rappelle que c'est grâce à M. Montpierre que l'accord Binot a pu être acté. C'est vrai. C'était en 2009. Et cette réunion cruciale se tenait au port autonome, qui est Ferdinand de Lesseps. Et à 3 heures du matin, j'ai demandé une interruption de séance. Parce que j'avais reçu de mon organisateur patronal, l'Union nationale des professions libérales, autrement dit une APL, le plein pouvoir pour prendre une disposition dans cette affaire. Parce que j'avais bien signalé à mes chefs syndicaux en métropole que ce qu'on réclamait les salariés, c'était une augmentation du SMIC. Alors je leur avais bien expliqué que généralement dans le domaine des professions libérales, il y a très peu d'employés qui se trouvent au SMIC. Parce que la profession libérale, c'est d'abord une activité intellectuelle. Donc les gens qui sont professionnels libéraux ou les salariés qui travaillent pour les professionnels libéraux, ce sont des gens qui ont déjà un haut niveau professionnel. Donc leur salaire est toujours au-dessus du SMIC. Je leur ai bien fait comprendre ça et je leur ai dit, il nous faut prendre une décision parce que ça va mal tourner en Guadeloupe, puisqu'il y a déjà un mort, M. Binot, et ça peut encore dégénérer puisque la veille, il semblerait que des gens du côté de Bémaro avaient tiré sur un hélicoptère. Alors vous imaginez si un hélicoptère est atteint, quel drame ça peut causer. Pas seulement pour l'hélicoptère, mais quand l'hélicoptère se casse quelque part, c'est tous les gens qui sont autour qui sont victimes. Alors je les ai convaincus et finalement ils m'ont dit, Banco, vous prenez la décision qui vous plaît, la décision la plus adéquate. Et j'ai décidé, avec le sous-préfet de Pointe-à-Pitre, de demander à ce que
l'UNAPL signe. Et une fois que l'UNAPL avait annoncé qu'elle signait, les autres organisations ont emboîté le pas. Sauf le MEDEF, parce que le MEDEF n'était pas présent ce soir-là. Parce que le président du MEDEF de l'époque avait déclaré à la presse qu'il avait été menacé, alors que personnellement, je n'ai jamais vu de menace, mais qu'il avait été menacé et que par conséquent, il ne participait plus au débat. Alors j'ai dit que l'organisation patronale, l'UNAPL, est une organisation nationale et nous acceptons d'apporter notre signature sur cet accord Bino. Et les choses se sont passées comme vous avez pu le constater par la suite. Alors tout ça pour vous dire que nous sommes dans une situation difficile et nous devons faire preuve de sagesse. Sagesse du côté du patronat, bien entendu, mais sagesse aussi et surtout du côté des salariés. Parce que quand vous faites une grève, certes, vous vous mobilisez pour obtenir une amélioration de salaire, mais vous pénalisez davantage l'entreprise. Et quand vous pénalisez l'entreprise, ce sont les recettes qui n'entrent plus. Et pour vous donner une augmentation de salaire, il faut avoir des recettes. Alors, s'il n'y a pas de recettes, pas d'augmentation de salaire. Il nous faut faire le bon sens doit jouer. Et c'est ce que je vous appelle à faire aujourd'hui. L'accord Bino est en fonctionnement. Mais fonctionne quand même. Et nous espérons que les entreprises qui ne l'ont pas encore mis en application comprendront l'intérêt qu'il y a à le faire pour éviter que la Guadeloupe ne soit à nouveau bloquée. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui, en espérant que toujours samedi prochain, j'aurai de plus bonnes nouvelles à vous annoncer. Mais d'ici là, je vous souhaite donc de passer un bon week-end, prudence sur les routes, et je vous donne rendez-vous à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral. Bon week-end à tous.